Nous sommes le mercredi 7 juin 1944 en Bretagne, bien loin de ma ville natale, Aubervilliers. Je suis le colonel Fabien et j'ai 25 ans. En 1933, j'adhérais aux jeunesses communistes, puis je m'engageais dans les brigades internationales en 1936. 3 ans plus tard, je fus arrêté, relâché, j'ai été l'un des principaux artisans du passage des jeunes communistes à la lutte armée. Je passais à l'acte en organisant plusieurs attentats, nommé responsable FTP de plusieurs départements. Je suis en Bretagne pour préparer un régiment breton qui devra prendre à revers les Allemands sur la ligne Saint-Michel-Guérande. Je suis ici pour aider les Alliés à débarquer. Après avoir longuement hésité entre le Nord-Pas-de-Calais et la Normandie, ils ont finalement choisi la Normandie. Le mur atlantique y est en effet inachevé et cette côte est donc retenue pour établir une tête de pont entre Varville à l'ouest et Ouistreham à l'est. Le lieu du débarquement est resté confidentiel jusqu'à la dernière minute. L'opération de désinformation Fortitude consistait à faire croire aux Allemands à un débarquement dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour que cela soit crédible, les Alliés ont intensifié les reconnaissances aériennes et les bombardements sur cette zone. Des engins terrestres factices ont aussi été placés sur la côte anglaise. Le stratagème a bien fonctionné à part sur le maréchal Rommel, qui arrivé sur le front de l'Ouest est persuadé que le débarquement aura lieu en Normandie. J'ai appris par la suite qu'à la veille du 6 juin, 3 millions de soldats américains, anglais, britanniques, français, polonais et canadiens étaient rassemblés en Angleterre. Hier, le 6 juin 1944 à minuit, 20 000 parachutistes alliés furent largués à hauteur d'Utah Beach. C'est le débarquement tant attendu. Il prit le nom d'opération Neptune. La première armée du général Omar Bradley a débarqué à l'ouest sur les plages de Varville à Utah et à Saint-Laurent à Omaha. Les troupes anglaises et canadiennes seront sur les plages de Ouistreham, Sword, Courseulles, Juno, Ever, Asnell, Gold. La seule information dont je suis sûr, c'est que parmi les 10 000 alliés tués, portés disparus et blessés, 3 000 l'ont été à Omaha. Mais nos soldats ne sont pas morts en vain, et leurs combats ne seront pas oubliés. Je leur en suis infiniment reconnaissant. Grâce à eux, les têtes de pont étaient établies hier soir, le 6 juin. Nous sommes le 7 juin et la France veut se libérer une fois pour toutes de cet ennemi. Les actes de résistance se multiplient. Le Reich, quant à lui, doit intensifier son effort de guerre et trouve la solution avec les déportations. Nous devenons leur cible privilégiée. Plus d'un déporté sur 3 est résistant. Depuis février, Lord Sperl préconise même qu'en cas d'attaque de la résistance, les civils peuvent eux aussi être arrêtés sans distinction et pour certains déportés. Nous prenons de plus en plus de risques et plusieurs de mes compagnons sont déportés. Bien que j'ai foi en notre nation, je crains ne plus jamais les revoir. Je m'appelle Gilberte Claver, alias Nicole. Je suis née en 1922 et je suis connue pour être l'agent de liaison du colonel Fabien depuis 1944. Je suis une jeune femme minuscule, toujours rieuse et enjouée. Je respire l'optimisme. En mai 1944, je suis en Bretagne avec le colonel. Ma sœur, Brigitte, nous a rejoints pour l'aider dans son activité résistante. Le 4 juin, Auguste, mon père est déporté, puis à la mi-juin, le colonel Fabien me laisse pour se rendre à Paris. Le 16 juin 1944, quand je me fais arrêter par des miliciens, je n'ai que 22 ans. Tout le monde sait que je suis l'agent de liaison du colonel Fabien. Je suis frappé pendant 9 heures à coups de ceinturon et de nerfs de bœuf. Mes vêtements sont arrachés. Je ne donnerai aucune information sur les résistantes de nos réseaux. Je profite d'une alerte pour m'échapper et me réfugier dans l'une des planques du colonel Fabien. Le temps me paraît long. Je me souviens que Fabien s'était fait arrêter le 30 novembre 1942. Se rendant chez un esthéticien à la suite d'une blessure à la tête, il se heurta à un barrage de police au métro République. Arrêté et transféré à la préfecture de police le soir même, les tortionnaires des brigades spéciales s'écharnèrent sur lui. Ces policiers français me dégoûtent. Ils nous traquent sans relâche. Pour eux, nous sommes des terroristes, auteurs d'attentats. Ils font des ravages dans nos rangs. Leur réputation fait que les prévenus parlent souvent avant même d'être torturés. Fabien reconnut ces attentats, mais ne divulgua aucune information pertinente sur son réseau. Après avoir transité dans les prisons du Cherche-Midi de Fresnes et celle de Dijon, le 2 mars 1943, il est transféré au fort de Romainville, qui est la réserve d'otages de la région parisienne. Destiné à être déporté ou fusillé, il réussit en mai 1943 à s'évader en perçant un mur. Il passa d'une casemate à une autre, évita une sentinelle, effectua des escalades périlleuses et pour finir passa entre les barbelés. Nommé responsable militaire interrégional, il arriva au début de l'année 1944 à Blois. Le but de sa mission était de faire évader 150 résistants communistes détenus dans la nouvelle prison, mais ce fut annulé en raison du départ des prisonniers pour les camps de la mort. En août 1944, un groupe mené par le lieutenant Robert Gogino mettra à exécution le plan de Fabien. Déguisés en faux prisonniers, ils pénétreront dans l'établissement et arriveront à libérer 183 prisonniers le lendemain matin. Je m'appelle André Prenant, alias Murat.
Nous sommes en juillet 1944 et je suis cartographe de l'état-major des FTP à Paris. Au lycée Henri IV, où j'ai eu mon bac en 1942, j'appartiens déjà au groupe de lycéens résistants du Front National avec qui je distribue des tracts. Je fais un temps partie des FTP de Haute-Saône, puis je reviens à Paris dans l'état-major dirigé par mon père. Ce dernier arrêté, je ne baisse pas les bras et constitue un maquis près d'Acher. 5 de mes membres seront arrêtés et fusillés le 21 juillet 1944. Ce souvenir me reste douloureux. Depuis le débarquement, le comité parisien de la libération incite à la rébellion et au sabotage. Fin juillet 1944, c'est le colonel Fabien qui dirige les FTP du sud de la Seine. Il mobilise la population dans des manifestations pour lui redonner confiance. Celle du 14 juillet, du type politico-militaire, part du Kremlin Bicêtre. Elle donne lieu à un meeting au cimetière d'Ivry, puis le cortège atteint plusieurs milliers de personnes jusqu'à Choisy. Attaquée par les Allemands, la foule se disperse. Dans la nuit, ce sont les détenus de la prison surpeuplée de la Santé qui s'insurgent. 28 seront fusillés suite à la condamnation à mort d'une cour martiale. Ensuite, le colonel Fabien recrute et forme des hommes à la guerre. Beaucoup sont issus de milices patriotiques et d'autres comme moi, des alliés de la première heure. On s'était déjà rencontrés dans l'Est en 1943. Cette fois-ci, on s'est retrouvés devant une église à Marcoussis. Je faisais semblant de réparer mon vélo. D'abord chargé de la direction du service des renseignements, je deviens le second de Pierrot pour commander le détachement de la garde. Notre chef régional FFI, Roll Tanguy, lance ses troupes le 10 août dans l'insurrection, puis le 18, il ordonne la mobilisation générale. J'entreprends diverses actions comme la prise de la recette municipale de Gentilly ou l'attaque le 13 août du dépôt de Montrouge. Malgré nos efforts, nous n'arrivons pas à empêcher le dernier train de déportés à quitter la région parisienne dans la soirée du 15 août. Le rapport de force est disproportionné. De notre côté, nous avons 15 000 hommes, mais pas de munitions, alors que von Scholtitz, commandant du Gross Paris, dispose de 18 000 hommes, 75 chars, 60 canons et 60 avions. Pour limiter les massacres, De Gaulle encourage les Parisiens à respecter la trêve demandée le 20 août par von Scholtitz. Fabien, conformément aux ordres de l'état-major FFI, la refuse, dresse des barricades et s'installe au 116 avenue d'Italie. Le lendemain, le comité parisien de la libération la rompt à son tour et Paris se couvre de 600 barricades. Fabien, au carrefour de la porte d'Orléans, attaque les Allemands qui, à leur tour, menacent le 24 notre QG. Nous arrivons finalement à les repousser et à lancer 3 attaques successives réussies sur le Luxembourg, le boulevard Saint-Michel et le carrefour de l'Odéon. Je suis Philippe Leclerc de Haute-Cloque, né dans une famille noble picarde en 1902. Je mène une carrière militaire sans faute chez les cuirassiers, puis chez les spahis marocains. Suite à l'appel du 18 juin, je rejoins De Gaulle. En 1943, promu général, je suis à la tête de la 2e division blindée composée de 1700 hommes et 4000 véhicules dont 200 chars. Je suis fier de me battre pour la France en commandant cette division. À la veille du débarquement, je me tiens prêt en Angleterre. Les Alliés ont pris les secteurs de Caen et de Saint-Lô après avoir débarqué en Normandie. De violents combats se sont échelonnés tout au long du mois de juillet avec de terribles bombardements alliés. Les opérations se sont succédées. Goodwood le 18 juillet sur Caen et Cobra le 25 sur Saint-Lô, côté américain. Les Britanniques ont déclenché eux aussi de puissants bombardements avec les opérations Blue Coat à l'est sur les secteurs de Caumont et Totalize sur celui de Falaise. Le 1er août 1944, ma division Leclerc débarque à Utah Beach et participe à la bataille de Normandie en progressant depuis le 10 août vers la poche de Falaise. On libère Alençon le 12. En 10 jours de combat, nous subissons de lourdes pertes, dont 75 chars, mais sans comparaison avec celle de l'armée allemande qui perd sur les 3 mois de la bataille de Normandie 440 000 hommes, dont 200 000 prisonniers. Cette armée en déroute se replie vers l'est. Le 22 août, De Gaulle me donne l'ordre de marcher sur Paris. Si j'y parviens, la capitale sera libérée par les Français. J'ai hâte. Stationné avec la 2e DB à Argentan, on se crée un passage de 200 km pour attendre Paris. Le 23 août, Drone, l'un de mes capitaines, entre dans Paris et passe avec son escadron devant l'hôtel de ville. Le 25, 2 de mes colonels, Langlade et Billotte, font leur jonction au rond-point des Champs-Élysées. À 15h, en ma présence et celle du colonel Roll Tanguy, von Scholtitz signe la reddition. Je suis le général Walton Harris Walker, né en 1889. Je commande le 20e corps d'armée, appelé aussi Ghost Corps, pour la vitesse de son avancée depuis le débarquement. L'un de mes hommes m'a parlé d'un certain colonel Fabien, son histoire m'a interpellé. Ce seul homme a rassemblé 1 million de combattants suite à la libération de Paris. Fidèle aux directives du COMAC et des FFI, il considère que les éléments les plus combatifs de la résistance parisienne doivent partir à la poursuite des Allemands.
On m'a informé qu'un certain Murat dirige le groupe de reconnaissance régimentaire aux avant-gardes de la colonne composée des bataillons d'Axe, d'Alsace et Le Bon. Qui sait, j'aurai peut-être la chance de les croiser. Enfin, s'ils arrivent à régler tous leurs problèmes. De Gaulle a en effet la ferme intention de dissoudre les FFI et ne fournit donc aucun équipement à ces hommes qui ne relèvent pas de l'armée régulière. J'apprends quelques jours plus tard que Fabien a contrefait la signature de Rol-Tanguy sur un ordre de réquisition. Il est vraiment prêt à tout. Ils partent le 2 septembre pour Nanteuil avec des autobus de la STCRP. Quelle entreprise! Ils n'ont ni casque ni uniforme et doivent se référer aux autorités FFI des régions traversées pour toute aide matérielle. Malgré tout, la colonne avance. Le 4 septembre, elle arrive à Abcourt et le 6, le PC est déplacé à Plomion. Étrange endroit pour installer son PC. Cette ville martyre a été incendiée une semaine plus tôt par les Allemands en fuite. Ayant essuyé un tir sur l'un de leurs camions, ils ont fusillé 14 habitants et incendié 38 maisons. Nous sommes le 6 septembre et le 5e corps de la première armée US est installé non loin de Douzy. Fabien, en personne, rend visite à l'état-major. Il leur fait comprendre qu'il a besoin de combattre à nos côtés pour obtenir une légitimité aux yeux de Gaulle. On décide de lui accorder notre confiance en les faisant combattre sur le flanc droit du 5e corps au niveau des rives de la Meuse et au nord de la forêt de Montmédy. Le 8, alors que son PC est à Pourru-Saint-Rémy, la première armée US passe en Belgique. Hélas, ne pouvant suivre à l'extérieur du territoire français, les Fabiens stoppent la collaboration. Le général Patton de la 3e armée, dont je dépends, est encore en France. Il accepte dès le lendemain l'aide du 1er régiment. Leur PC est installé le 12 à Mars-la-Tour et sont rattachés au 20e corps d'armée US que je dirige. En les passant en revue, je déclare « Je suis fier d'être en présence de l'élite de la nation française ». Dans le secteur de Gravelotte, le bataillon marois du 22 au 28 ramène des informations, prend des positions et les conserve. Fin octobre, nous poursuivons l'offensive en Allemagne en nous séparant du tout nouveau GTL, composé de 2 régiments de 2600 hommes. Ils nous manqueront. Dans mon dernier rapport, je mentionne le zèle et l'héroïsme dont le GTL a fait preuve. On m'apprend que Fabien s'est retiré à Montmédy et profite de cette attente pour remettre à ses hommes un fanion orné de cette devise qui lui va si bien, vaincre et vivre. Je m'appelle Jean Delattre de Tassigny, né en 1889. Blessé 5 fois pendant la Première Guerre mondiale, je me range aux côtés de Pétain à des postes de commandant après l'armistice en juin 1940. Lorsque je vois la zone libre envahie en novembre 1942, je change d'avis, donc j'ordonne à mes troupes de s'opposer aux Allemands. Arrêté, je m'échappe et rejoins fin 1943 la France libre. Je débarque à la tête de la première armée le 15 août 1944 en Provence et le 12 septembre, je fais la jonction avec la 2e division blindée du général Leclerc à Châtillon-sur-Seine. Hiver 1945. J'attends un ordre du général de Gaulle pour franchir le Rhin. Ceux du GTL, sous ordre de Fabien, sont stationnés à Montmédy. Ils perfectionnent leur service et s'entraînent durement. J'ai remarqué que ces FFI sont battus avec vaillance. À cause du climat qui affecte mes troupes nord-africaines, je décide qu'à partir du 19 novembre, j'incorpore les Fabiens dans mon armée. Ils l'ont bien mérité. Du 6 au 13 décembre, le GTL se déplace à Vesoul, où il est passé en revue. Le 13, il est à Absheim, au sud de Mulhouse. Et le 22 décembre, le régiment Fabien prend la place du 8e RTM de la 2e division d'infanterie marocaine, qui gonfle l'effectif à plus de 3000. Soudain, le 27 décembre, au PC d'Absheim, le colonel Fabien saute avec une mine soi-disant neutralisée qu'il examinait. Les corps de Fabien, Nicole et 2 autres soldats se retrouvaient déchiquetés. La brigade est tout comme moi-même, plongée dans la stupeur et le deuil. Aujourd'hui, le 31 mars, j'ai le feu vert de Gaulle pour franchir le Rhin entre Mechtersheim et Gemersheim en Allemagne. Je désigne les hommes de Fabien, du 151e RI et le 4e RTM pour cette mission périlleuse. L'objectif est de prendre Stuttgart et Karlsruhe, avant les Américains qui sont déjà en Allemagne. Ma signature de la défaite de l'Allemagne à la table des vainqueurs à Berlin en dépend. À 4h45, j'entends de grosses détonations. La berge allemande subit de violents tirs d'artillerie qui permettent au Stormbot d'accoster sur une île. Après des échanges de tirs de canons et de mitrailleuses, la 2e division d'infanterie marocaine arrive de l'autre côté du Rhin. À midi, 80 mètres sur 200 sont tenus par mes hommes. Le lendemain, je décide d'y établir un pont de 10 tonnes pour faire passer le matériel lourd. Je m'appelle Pierre Aupiquet, j'ai 21 ans. Je suis né à Niort, dans le département des Deux-Sèvres. Refusant le STO, je choisis de rallier De Gaulle, mais je suis arrêté avec de faux papiers d'identité en février 1944. Torturé, je suis envoyé au camp de Dachau le 5 juillet, puis à Weingen en décembre. 3 mois plus tard, je constate que les gardes veulent nous évacuer dans un autre camp. Ce sont les Alliés qui arrivent.
j'entends que les bombardements se rapprochent. Le 5 avril, à l'occasion d'un appel pour rejoindre une autre colonne, j'en profite pour me cacher à l'infirmerie sous les cadavres. Les Américains peuvent arriver d'un moment à l'autre. C'est difficile, j'ai faim, j'ai froid, et l'odeur qui se dégage des cadavres m'écœure. Au bout de 2 jours, les bruits d'explosion cessent. Je sors de ma cachette pour trouver un camp désert. Un trou dans les barbelés me permet de m'échapper. Je tombe très rapidement sur un officier français de la première armée. Quelle bonne surprise, moi qui m'attendais à voir des Américains. Devant les charniers et ma maigreur, l'officier découvre le camp avec horreur. Il me fait part de l'avancée de l'armée française avec notamment le 151e RI qui a pris Philipsburg le 1er avril suivi de Bruchsal et de Karlsdorf le lendemain. Le 3 et 4, c'est au tour d'Elmsheim et d'Edelsheim puis de Karlsruhe. Satisfait par ces informations, je manque de m'évanouir. Fébrile, ne pesant que 45 kilos, je suis évacué vers l'hôpital de Spire où je suis opéré d'une double pleurésie. Beaucoup de mes camarades sont envoyés dans les centres hospitaliers de Meino et de Reichenau. Allongé, j'entends des infirmières parler de mes camarades. Ceux qui sont valides ont pris le train jusqu'à Paris en passant par Mulhouse pour rejoindre l'hôtel Lutetia avant d'être rendus à la vie civile. Je m'intéresse également à l'avancée de la première armée française. À sa tête, De Lattre choisit de couper en deux la 19e armée allemande, du nord au sud, en pleine forêt noire jusqu'à Freudenstadt. C'est une manœuvre périlleuse. Le 8 avril, Pforzheim est prise. Le 12, c'est au tour de Baden-Baden. Le 15, les Français sont à Offenburg. Et le 16, la 2e dîme entre à Freudenstadt. Ces durs combats mènent la première armée devant son objectif. Stuttgart avant les Américains. Le temps presse. Le 18, Tübingen est pris. Et le 22, l'armée française entre à Stuttgart. Par malchance, les Américains y arrivent en même temps. À la radio, j'entends que De Gaulle négocie le maintien de ses troupes dans la ville. Victoire. Le 7 mai à 18h50, l'ordre de cessation des combats arrive enfin au PC du 151e RI. Il se trouve à Waldsee après avoir franchi le Danube. Je n'en reviens pas. Je découvre avec admiration ce groupe de résistants, initialement mené par le colonel Fabien, qui a intégré l'armée française, franchi le Rhin et parcouru plus de 300 km depuis, au prix de lourds combats qui ont coûté la vie au quart de ses effectifs. Ils ont largement contribué à donner une place aux Français aux côtés des Américains, des Russes et des Britanniques lors de la signature de la capitulation de l'Allemagne par le maréchal Keitel le 9 mai à Berlin.